Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Il vient de Djibouti, il vit en exil depuis fin 2008. Il a été condamné par contumace à 15 ans de prison ferme pour instigation d'actes terroristes. Il a choisi de traîner devant les tribunaux français le président de son pays, Ismaël Omar Guelleh. Il, c'est bien l'homme d'affaires djiboutien, M. Abdourahmane Charles Boré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour me recevoir. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas répondre aux convocations des juges au point d'être condamné à 15 ans de prison ferme par contumace? Comme j'ai quitté Djibouti fin octobre 2008, la raison c'était parce qu'il y avait l'intervention, si vous voulez, directe de la force publique du gouvernement pour arrêter le plus grand chantier de la port de Djibouti qui s'appelle le port de Doralé. Qui était, si vous voulez, un projet avec un crédit commercial privé avec le gouvernement djiboutien et le gouvernement. Donc ils ont arrêté les travaux. Et ils sont arrêtés et le jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus de logique dans la tête parce que le gouvernement ne réagissait pas d'une façon rationnelle. Et ils partaient même contre leur propre intérêt parce que c'était la période où ils voulaient faire le changement de la Constitution. Oui. Et comme je refuse personnellement, en tant que quelqu'un qui est d'abord de la secteur privé, et quelqu'un qui comprend que les gens dans le monde aujourd'hui, on aime les bonnes gouvernances, on aime la transparence, et on aime qu'il y ait, si vous voulez, un pays de droit avec certaines rigueurs. On ne peut pas, je ne pouvais pas me mêler dans le changement de la Constitution. Donc, vous y êtes opposé? Je suis opposé. Et depuis que j'étais opposé, j'ai démissionné. Finalement, moi, j'étais 9 ans en tant que président de l'autorité. Donc, après tout cela, vous êtes parti en exil? Après tout ça, j'ai démissionné. J'ai dit que si on travaille contre l'intérêt national, je démissionne. Le 24, depuis, si vous voulez, début 2009, le président a commencé à mettre la pression en fermant ma société, malgré que j'avais 4000 personnes qui travaillent dans la société. On est arrivé que je ferme la société, ils sont, si vous voulez, illégalement réquisitionnés et abusivement pris tout mon équipement, mon bien, même. Donc vous avez reçu beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Vous êtes parti en exil. Voilà, beaucoup de pression pour que je revienne en courant à Djibouti. Et j'ai dit au président, voilà, excusez-moi, j'ai fait une erreur, je vais accepter, mais moi je suis quelqu'un qui va lutter contre ça. Et je suis prêt à dire non. Et vous payez les frais aujourd'hui? Et je paye les frais. Il y a des gens qui ont perdu leur vie et moi, je suis prêt à perdre. Si vous voulez, l'argent, c'est moi qui l'ai créé et je pouvais le perdre. Donc, suite à cela, là, il y a un procès qui a été intenté contre vous. Après qu'ils ont fait ça, c'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui l'ai pris, un avocat. Le 24 février, j'ai déposé plainte contre le président de Djibouti et son épouse, Odette Haïd. Devant les tribunaux français? Tribunal de français. Et pour contrecarrer cette plainte que j'ai posée, c'était plus facile à faire la même chose en gouvernement de Djibouti, dans le tribunal de Djibouti. Moi, je ne suis pas contre le tribunal de Djibouti, mais je sais que les juges là-bas, ils ne sont pas indépendants. Vous êtes parti alors en exil, mais n'empêche qu'il y a eu le procès qui a été intenté contre vous et le chef d'accusation est intitulé
je cite instigation d'actes terroristes et association de malfaiteurs. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ces chefs d'accusation? Je suis un père de famille, j'ai 7 enfants, j'étais toujours dans l'affaire et je suis un homme d'affaires qui a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas dans les 1 an que j'étais en exil que je commence à changer mon attitude. Mais je vous dire, en Afrique, c'est facile. On va vous accuser. Aujourd'hui, c'est à la mode de dire que tout le monde... Donc, c'est des accusations fallacieuses. C'est l'accusations non fondées. Et pas seulement ça, j'ai demandé à mon avocat de prendre... J'ai mis 3 avocats pour prendre le visa à l'ambassade de Paris pour aller à Djibouti. Donc, mon avocat principal, qui a écrit en lettres, j'ai des documents par écrit que je peux vous donner en copie, où il demande de venir à Djibouti pour faire ma défense. Et le ministre de Justice djiboutien, il répond que non, vous ne pouvez pas défendre M. Boré, vous n'êtes pas permis de le défendre. Ça, c'est contre le droit de l'homme. Oui, monsieur Abdourahmane Charles Boré, ouais. Au cœur de ces accusations, il y a eu l'attentat du 4 mars. Et dans cet attentat, on estime que il y a une main obscure et ce serait votre main. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts d'abord? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il y a eu beaucoup de dégâts matériels? Non, il n'y avait pas eu ni de dégâts matériels. Il paraît que c'était dans un parking. Donc il n'y a pas eu ni de dégâts matériels. Mais il y a eu un attentat quand même. Il paraît, parce que moi je n'étais pas là pour savoir. Mais qu'est-ce qui est encore pire? Les personnes qui disent que je l'ai parlé avec lui pour faire ça, on l'a mis en prison et 15 jours après, on l'a fait disparaître. Et ça, c'est bizarre. Et c'est pour ça, et il n'existe plus. Et c'est pour ça. Je portais plainte avant lui, avant le 4 mars. Je portais plainte le 24 février, avant qu'il y ait eu l'attentat. Et tout ça, c'est la fabrication de notre chef de sécurité djiboutienne. Oui, vous estimez que c'est des fabrications de preuves, c'est ce que vous voulez dire. On vit dans le drama à Djibouti. Oui, justement. Et pourtant, il y a eu des écoutes téléphoniques. Et on a écouté votre conversation. Et voilà ce qu'on en a transcrit. Citation, vous disiez, vous donniez des instructions à quelqu'un, vous disiez vous parlez de nécessité d'intensifier et d'augmenter la cadence des attentats pour que les échos arrivent jusqu'à la place de Médélic et jusqu'au Blanc. Lorsque les attentats feront beaucoup d'écho, j'augmenterai aussi mon soutien financier. Fin de citation. Est-ce que vous reconnaissez à travers ces propos-là? Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez jamais échangé avec quiconque en parlant des attentats au téléphone? Pas du tout. Pas du tout. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est la réunion avec toute l'opposition. Qu'est-ce que j'ai fait à la place de... Si je vais aller dans la ligne de l'attentat et de la malfaisance, ce n'est pas la peine que je porte plainte et je paye des centaines de milliers d'euros pour mon avocat. Moi, j'ai choisi de façon légale, transparente. Je suis quelqu'un responsable qui connaît mon droit et mon justice. Même si lui, il est président de la République, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de les faire. Vous avez justement initié un procès, intenté un procès contre le président et son épouse. Comme chef d'accusation, vous dites pour assassinat de 2 membres de votre famille. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le fils de mon frère qui se trouve mort dans son chambre, à côté de sa mère, dans une maison. Il est mort par pendaison, je vois appris. Oui, mais sans bruit. Sans rien, quelqu'un qui a 23 ans, qui fait presque 100 kilos, avec une petite cravate, c'est impossible.
Okay, c'est l'intimidation. Donc, il ne s'agit pas de suicide du tout. Notre président, il a l'habitude. Il a l'habitude, ce n'est pas la première fois. Après ça, il y a eu combien de morts? Il y a eu la mort de la chef de la gendarmerie. Avec 4 balles, il s'est suicidé. Est-ce que vous pouvez se suicider avec 4 balles? Mais vous étiez quand même très très proche du président Ismaël Omar Guelleh. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tourniez dos? C'est le principe. Moi, je suis un homme de principe et j'accepte pas qu'on touche la Constitution et je suis prêt aujourd'hui d'aller contre tout le monde qui va aller contre notre Constitution parce qu'on veut garder notre souveraineté, on veut garder notre dignité en tant que pays. Aujourd'hui, Ismaël Omar, qu'est-ce qu'il fait? Il veut rester président pour la vie. D'où la révision de la Constitution. Oui, malgré il a falsifié la Constitution, comme on vit dans un drama où lui, il fait la mise en scène de l'attentat, il fait la mise en scène de l'élection, il fait la mise en scène de tout. On connaît ça. Mais comment On connaît ça. Mais comment expliquer aujourd'hui autant de meurtres à Djibouti? J'en veux pour exemple le 12 mai 2010, meurtre du colonel Abdi Hassan Bogoré, qui est responsable de la police militaire. Le 31 mai 2010, 3 soldats ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et pourtant c'est un pays fortement sécurisé. Il y a là-bas la plus grosse base militaire française et même une base américaine. Comment expliquer ces écarts quand même de violence? La violence, il est intensifié depuis qu'il y a eu la fin de son 2e mandat. Et quand il ne faut pas oublier, notre chef d'État, il est origine d'un chef de la sécurité nationale, c'est un policier qui connaît tous ces détails. Et c'est dommage que le chef de la gendarmerie, si vous voulez, on dit officiellement à Djibouti qu'il s'est suicidé avec 3 balles ou 4 balles dans le corps. Peut-être qu'il s'est tiré des balles dans le Mais corps. Mais est-ce que vous pouvez tirer 4 fois? La première fois, ça fait pas mal, donc vous répétez la même chose 3 fois, 4 fois, avec 4 trous. J'ai jamais vu un certain assassination. Apparemment, votre personnalité dérange aujourd'hui parce que peut-être vous avez des visées politiques. Est-ce que c'est vrai que vous avez des visées politiques? Je pense que je peux faire beaucoup mieux que les gens qui sont à Djibouti actuellement. Si j'arrivais... Ce n'est pas de la démagogie ce que vous dites? Pas du tout. Je suis sûr et je pense que les gens dans le secteur privé, ils peuvent faire beaucoup mieux que les gens qui n'ont aucune notation de business. Monsieur... Vous êtes en exil depuis fin 2008. Vous êtes condamné par contumace à 15 ans de prison ferme. Vous avez déposé aussi une plainte contre le président Omar Guelleh. Comment est-ce que vous allez vous en sortir dans tout ça? On demande à la communauté internationale de faire la même chose qu'ils ont fait en Somaliland. Où on demande, nous, démocratiquement, on demande avec la paix et avec une certaine sécurité que tout le monde participe dans une élection démocratique, libre et transparente. Mais vous
cité la Somalie et pourtant eux-mêmes, ils ne sont pas encore sortis Le d'affaires. Somaliland, ils sont faits, c'est unique dans notre région et c'est vraiment rare que le Somaliland, ils sont montrés aujourd'hui. Je pense que c'est une raison de reconnaître en tant que gouvernement de Somaliland aujourd'hui parce qu'ils sont montrés les preuves. Ils sont montrés qu'avec l'élection qui était financée par la communauté européenne et le gouvernement américain, il y a eu une élection où il y avait la transparence et le gouvernement il a perdu. C'est l'opposition qui sont montées au pouvoir. Si on a la même élection à Djibouti, je peux vous garantir, je suis quelqu'un qui calcule, je suis un homme d'affaires et je sais que je ne vais pas prendre un risque que j'ai aucune chance à gagner. S'il y a cette vote de transparent, le président djiboutien ne va pas gagner 3%. Donc vous êtes aussi populaire, vous voulez dire? Très populaire. C'est pour ça que je suis attaqué. Sinon, pourquoi il m'attaque? Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vos affaires sont au point mort? Non. Vos entreprises sont fermées? Écoutez, moi je travaille globalement. Je ne vis pas sur Djibouti, c'est trop petit pour moi. Je travaille ailleurs et je pouvais travailler dans le monde entier. Si on a la tête de travailler dans les pays difficiles, on peut travailler ailleurs. Ce n'est pas ça qui manque, c'est le cerveau qui compte. Abdourahmane Charles Bourré, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez le message de votre choix à vos concitoyens qui vous écoutent et même à la communauté internationale. Vous en avez pour 30 secondes seulement. J'espère que Obama, qui va respecter son discours à Ghana pour l'Afrique, et j'espère que la communauté européenne et la communauté internationale vont se réveiller pour garder, pas seulement, parce que Djibouti aujourd'hui, ce n'est pas seulement un point stratégique, mais c'est un pied à terre pour tous les pays comme les Américains, les Japonais, les Français, l'Allemand et tout ça. On doit garder cette région stable et on veut absolument qu'il y ait cette intervention par la communauté internationale pour qu'on ait cette vote, si vous voulez, cette élection démocratique, transparence, avec free and fair election without fear or favor. Monsieur Bourré, votre message, il est compris. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous peut-être une autre fois pour voir l'évolution de votre situation. Avec plaisir, vous pouvez me demander comme vous voulez. Absolument. Quant à vous, chers téléspectateurs, l'actualité continue sur Africa 24. À très bientôt.